Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez à 11h en direct le matin sur Bismart du lundi au vendredi. Alors dans cette émission qui est dédiée à l'innovation et à la société numérique, je vous propose de démarrer par la découverte de technologies qui vont changer, qui changent même déjà en ce moment, la pratique de la kinésithérapie. On va voir comment les capteurs s'imposent dans la rééducation physique, notamment pour les sportifs. Ce sera le sujet de l'interview avec Athanase Colias de Kinvent dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler du crowdfunding parce que ça bouge aussi dans ce secteur du financement participatif. Il y a désormais une harmonisation européenne du cadre réglementaire. On va voir si ça va bouger du côté des acteurs français, si ça génère de l'inquiétude et aussi ce que ça peut changer du côté des utilisateurs et des investisseurs. Et puis on retrouvera notre rendez-vous Privacy où on s'intéresse à la confidentialité des données pour se projeter là en 2022, ça se rapproche avec les voitures qui vont devenir de nouvelles sources de collecte de données. Et enfin on conclura cette émission par l'innovation pour demain avec une nouvelle technologie d'encre qui est destinée à l'impression 3D. Mais tout de suite donc c'est place à l'interview, on parle de rééducation physique, le futur de la kiné. Alors pour parler du futur de la kiné, je suis avec un ancien sportif de haut niveau. Bonjour Athanase Colias, vous êtes le fondateur aujourd'hui et président de Kinvent, qui est une société technologique dans la kinésithérapie. Ça veut dire que vous concevez des nouveaux outils qui vont accompagner les professionnels. Et en l'occurrence, il s'agit de capteurs, c'est bien ça, des capteurs connectés? C'est exact. Chez Alors Kinvent, dites-nous-en un peu plus sur ces nouveaux outils qui arrivent entre les mains des kinés. Très bien. En fait, chez Kinvent, nous sommes partis d'un constat très simple. Et en fait, c'est un peu lié à mon histoire à moi de sportif de haut niveau, qui pendant 10 ans, la personne avec qui j'ai passé le plus de temps, c'était finalement mon kinésithérapeute, parce que des blessures, il y en a eu. Et finalement, pendant... Surtout dans les sports que vous pratiquez, il y avait le rugby. Ouais. Ah, il y avait le rugby et il y a eu aussi l'aviron où l'usure, elle arrive très très vite. Ok. Donc... eh bien, grâce à ces sports préférés que j'ai eus, eh bien, je me suis retrouvé chez le kiné et où j'ai vu qu'il y avait quand même deux choses que j'aurais aimé avoir pendant mes rééducations. Un, c'était de l'évaluation objective et deux, un engagement plus assidu pour moi. Alors que j'ai vu que le kiné était vraiment passionné par son travail et qu'il voulait vraiment que les gens avancent et qu'ils progressent et qu'ils rentrent sur le bateau ou sur le terrain, eh bien, on a senti qu'il leur manquait des outils pour le faire. Et l'évaluation objective, c'est-à-dire que jusqu'ici, pour savoir si un sportif était remis de ses blessures, c'était une évaluation par rapport au ressenti du sportif, c'était tout? Alors souvent, on va parler de la douleur, par exemple, oui. Où il existait déjà des méthodes d'évaluation qui restent parfois subjectives, sur des échelles de 0 à 5, avec un ressenti qui est parfois différent d'un kiné à un autre. Donc nous avons travaillé avec des kinésithérapeutes pour mettre en point une solution qui leur permet d'évaluer efficacement le progrès d'un patient ou d'un sportif en rééducation. Et qu'est-ce qui va mesurer ce capteur? Comment est-ce qu'il peut savoir si on est remis d'une déchirure, par exemple? Alors, on a une gamme de capteurs pour évaluer tout ce qui est force, mouvement et équilibre d'un patient. Donc, nous allons les mettre en place, les connecter via Bluetooth à une application et grâce à des protocoles standardisés par la bibliographie scientifique, eh bien, nous allons aider les kinésithérapeutes à évaluer efficacement. Précisément, ça veut dire que ça va se substituer aux exercices qu'on peut nous demander d'effectuer quand on est avec le kiné pour voir si on arrive à faire un nouveau mouvement qui était jusqu'ici empêché? Alors, pas tout à fait substituer des exercices. Est-ce que ça fait la même chose? Est-ce que ça apporte plus d'informations? Alors, ça apporte plus d'informations et ça apporte surtout une aide à la décision. Une aide à la décision pour savoir quand est-ce qu'on va passer à la phase suivante de la rééducation. La phase suivante, comme par exemple pour un ligament croisé, suite à une chirurgie, eh bien, nous avons 5 phases de rééducation pendant les 9 mois après l'opération. Et en fait, nous allons aider le kiné à savoir quand est-ce qu'il faut passer à la prochaine phase. La phase où on pourra marcher, la phase où on pourra courir et la phase à la fin, rentrer sur le terrain. Mais c'est quoi? Ça mesure quoi exactement? La pression sanguine? Dites-nous un peu plus, rentrez dans le détail. Je vous en dirai plus. Et par exemple, le ligament croisé. Alors avec nos outils, le kiné va pouvoir évaluer la force musculaire du quadriceps,
de l'ischio-jambier, donc des muscles principaux du membre inférieur, mais aussi l'amplitude articulaire du genou. Donc, quel est l'angle maximal qu'un genou il peut faire suite à une rééducation, en passif ou en actif. Et selon ces évaluations objectives et les études bibliographiques qui vont derrière, eh bien, on va l'aider à voir quand est-ce que le patient il peut passer à la prochaine phase. Et alors, vos clients, ce sont quoi? Les cabinets de kinésithérapie? Exactement. En fait, nos clients depuis maintenant 3 ans sont les kinés. Alors, au départ, on a commencé avec les kinés du sport de haut niveau parce que nous avons beaucoup appris avec eux et parce qu'en fait, ils sont déjà avides d'informations objectives pour savoir quand est-ce que le sportif peut rentrer sur le terrain. Et à ce titre, en fait, nous venons de faire une levée de fonds dans laquelle on a fait participer, par exemple, Raphaël Varane. Le footballeur. Exactement, de l'équipe de France. Parce qu'en fait, on l'aide à suivre sa performance depuis maintenant 6 mois. Oui, parce que vous avez parlé aussi de la possibilité de travailler sur l'engagement aussi du patient, enfin du sportif qui est en rééducation physique. Ça, comment ça se mesure? C'est comme une appli classique de coaching sportif? Alors, on va maintenant passer à la phase suivante qui est après l'évaluation objective, c'est de mettre en place des programmes de rééducation personnalisés pour le patient. Oui. Alors, nous allons travailler toujours avec les mêmes capteurs qui sont connectés à l'application et qui vont donner en temps réel une information sur, par exemple, est-ce que je serre suffisamment pour faire mon exercice de serrage suite à un syndrome de canal carpien? Est-ce que, par exemple, suite à une opération de l'épaule, je lève bien mon bras pour travailler l'amplitude articulaire de mon épaule? Donc, ce sont des outils vraiment très simples à mettre en place. Aujourd'hui, même le patient, il peut s'en servir dans le cabinet. Mais notre objectif à partir de 2022, c'est de donner encore plus d'autonomie au patient pour qu'il puisse travailler également à domicile. Sans risquer de se blesser davantage aussi. Alors, il faut toujours avoir le kiné dans la boucle. Cela signifie qu'il faut toujours des séances de rééducation au cabinet, mais encore plus des séances de rééducation à domicile. Et vous avez des premiers retours justement de sportifs? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah oui, alors déjà, il faut dire qu'on a équipé la majeure partie des clubs du top 14 et de la Ligue 1. Nous sommes également dans le sport américain, en baseball ou dans la NFL. Et nous travaillons avec la majeure partie aussi des équipes de la Ligue des Champions. Donc, on est avec eux parce qu'ils adorent les chiffres et ils adorent les kinés, ils adorent savoir quand est-ce que quand est-ce que Raphaël il peut rentrer sur le terrain et aller éviter que l'équipe prenne un but, parce qu'il est défenseur bien sûr. Donc les retours sont vraiment très encourageants et c'est pour cela que nous avons réussi aussi à faire cette levée de fonds de 6 millions. Donc là, vous avez levé 6 millions, c'est ça, d'euros, tout récemment. Auprès de quel type d'investisseurs et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire de plus? Puisque vous dites que vous êtes quand même déjà bien installé dans le milieu sportif. Alors, une partie de la levée a été faite avec des investisseurs classiques, le fonds d'investissement du Crédit Agricole ou la BPI ou même Badge, le réseau de Business Angels qui nous suit depuis maintenant 4 ans, mais également avec des chirurgiens renommés, des médecins du sport, des kinés du sport de haut niveau et bien sûr des sportifs comme Raphaël que j'ai dit, ou Yacouba Camara, le rugbyman de Montpellier Rugby. Donc cette levée, elle est là pour maintenant nous aider à passer dans la phase suivante. La phase suivante, elle se déploie en 2 axes. Premier axe, c'est l'accélération commerciale. Donc l'accélération commerciale qui passe par la conquête du marché européen et américain. Et la deuxième phase, c'est garder notre leadership technique. Ok, donc c'est-à-dire avoir davantage de capteurs, j'imagine. Comment est-ce que vous voyez arriver le futur de la kiné et de la rééducation? Eh bien, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le mieux, c'est de ne pas avoir à faire de la rééducation. C'est de travailler dans la prévention. D'ailleurs, les kinésithérapeutes, à chaque fois qu'on finit un processus de rééducation, ils aiment toujours mettre en place des programmes de prévention. Sur ce marché, on a déjà quand même quelques géants qui sont positionnés sur la santé connectée. Ça, surveiller justement l'utilisateur et faire en sorte qu'il reste en bonne santé. Ça, c'est vrai. Donc là, vous vous attaquez à un marché qui est déjà pas mal occupé. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il est très occupé dans le côté de la santé connectée. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, c'est travailler main dans la main avec les professionnels de la rééducation et du sport pour les impliquer dans la prévention, parce que c'est eux les experts de l'évaluation fonctionnelle. Et quand on a, par exemple, des salariés dans les entreprises qui transportent des charges lourdes ou qui sont même assis devant un ordinateur, eh bien, c'est les kinés qui vont pouvoir nous aider
pour mettre en place des programmes d'entraînement, des programmes de prévention et même des évaluations qui vont permettre d'éviter des troubles musculo-squelettiques. D'accord, donc en fait vous pensez, la prochaine étape c'est la création d'applications vraiment sur tous les secteurs d'activité pour travailler sur l'ergonomie, le bien-être physique au travail. C'est exact, c'est la prévention. Ok, très bien. Merci beaucoup, Athanase Collia. Je rappelle que vous êtes fondateur et le président de Kinvent. Et vous avez d'ailleurs racheté récemment aussi une autre entreprise, Atunovation, qui est tenue par une équipe de chercheurs de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. C'est exact. Donc voilà, le futur de la kiné est enclenché. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre talk. On va parler des nouvelles règles qui s'imposent au financement participatif. Un règlement européen harmonise désormais le cadre du crowdfunding, du financement participatif. Donc les plateformes, elles ont concrètement 1 an pour s'y adapter et obtenir un nouvel agrément. Qu'est-ce que ça change concrètement? Est-ce que la naissance d'une réglementation européenne va modifier les usages du financement participatif en France? Est-ce que ça constitue une inquiétude aussi pour nos acteurs nationaux? On en parle avec Michel Ivanovski, qui est le fondateur, président de MIPIS, un pure player de solutions marque blanche de crowdfunding. Donc experte en développement d'outils technologiques à destination de cette économie collaborative. Et également avec nous en visio, c'est Vincent Ricordo, le cofondateur et président du groupe KissKissBankBank & Co. C'est le leader du crowdfunding en France, composé de 4 plateformes que vous connaissez forcément. KissKissBankBank, Lendopolis, Gooddeed et Microdon. Et puis nouvellement aussi dans le giron de KKBB & Co, il y a un média spécialisé dans les thématiques de l'engagement citoyen, You Matter. Bonjour à tous les deux. Je vous propose qu'on démarre ensemble, Vincent Ricordo, puisque vous avez un historique quand même important aujourd'hui sur le marché du crowdfunding en France. Comment vous l'avez vu grandir? Quel est son stade de maturité aujourd'hui? Écoutez, effectivement, bonjour à tous. Le marché du crowdfunding est né avec KissKissBankBank en 2009 en France. Depuis, le marché a beaucoup grandi. Il a été dans plusieurs directions. Le marché est né, des souvent vous a rappelé, avec majoritairement des porteurs de projets qui étaient plutôt des artistes ou des associations. Et puis, petit à petit, les plateformes se sont diversifiées pour aller sur des typologies de projets complètement différentes. Après, les entreprises sont arrivées sur nos plateformes. Et puis, les différents modes de crowdfunding également se sont multipliés. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait uniquement les plateformes de dons. Et puis ensuite, vous avez eu les plateformes de prêts. Ensuite, vous avez eu les plateformes qui permettent à ces entreprises de collecter de l'argent, soit sous forme de prêts, soit sous forme d'obligations, soit sous forme d'actions. Donc, vous voyez, le marché s'est étendu assez très largement pour finalement irriguer quasi toutes les catégories de porteurs de projets. Si on regarde un petit peu les chiffres, pour vous donner un exemple, en 2010, il y avait que 2 plateformes sur le marché, qui étaient KissKissBankBank et Ulule. On avait collecté, je crois, à peine 200 000 € à nous deux à la fin de l'année. Le marché, cette année, ça dépassera 1 milliard d'euros. Donc, c'est un marché qui a évidemment progressé très vite. Alors qu'il reste un nain dans la finance, hein, évidemment, 1 milliard d'euros sur la taille de la finance globale, c'est tout petit, mais quand même, on sent que ce marché a fait un petit peu bouger les choses. C'est-à-dire, si vous écoutez les acteurs de la finance traditionnelle aujourd'hui, assez souvent, les thématiques ou la sémantique des plateformes de crowdfunding sont reprises. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui de finances responsables, voire même de finances solidaires ou de finances citoyennes. Donc je pense assez sincèrement que le crowdfunding a permis au marché de la finance de se poser les bonnes questions sur son rôle dans la société, sur son rôle dans l'économie, et du coup de faire bouger un petit peu les choses, à minima sur le fond, plutôt que sur les chiffres. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, et je pense que tous les acteurs du crowdfunding peuvent être fiers et contents d'avoir fait bouger un peu ce monde de la finance, qui est quand même un monde très traditionnel et très conservateur. C'est une dynamique qu'on retrouve au niveau mondial sur le financement participatif. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, Michel Ivanovski. Et finalement, l'arrivée d'une réglementation européenne, c'est presque une consécration, non, pour le secteur? C'est tout à fait à voir comme une consécration. C'est vrai que ça matérialise une certaine maturité de ce marché. C'est aussi une volonté politique au niveau de l'Europe de pousser ces nouveaux usages de financement. Comme le disait Vincent, c'est quelque chose qui vraiment s'est diffusé partout dans le monde.
Et donc, je dirais que le crowdfunding aujourd'hui constitue une réelle alternative pour certains porteurs de projets en termes de recherche de financement. Et donc, c'est une nouvelle étape, cette réglementation. C'est une nouvelle étape avec... Alors, qui est censé justement lui donner de nouvelles ailes, lui permettre de nouveaux déploiements à ce secteur du crowdfunding, ou selon vous, d'en restreindre un peu le cadre? Non, c'est vraiment des nouvelles ailes et c'est vraiment une très belle opportunité pour tous les acteurs de la finance participative, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. C'est la création vraiment d'un marché européen avec une harmonisation des réglementations. C'est vrai qu'il y a certaines inquiétudes en France. Il faut voir que la France a été précurseur en crowdfunding. À la fois, on y a vu les premières plateformes comme celle de... Précurseur au niveau européen, en tout cas. Au niveau européen, voilà, et également en termes de réglementation. Et donc c'est vrai qu'il y a un changement qui s'opère aujourd'hui au niveau des acteurs français, au niveau du régulateur français. Donc c'est ce changement qui peut créer des inquiétudes. Mais si on regarde le fond de la réglementation, c'est vraiment une harmonisation, c'est l'ouverture d'un vrai marché européen. C'est aussi, d'une certaine manière, un allègement des contraintes réglementaires pour les plateformes qui vont pouvoir accélérer leur développement. C'est des nouveaux business qu'on va pouvoir opérer via des plateformes de crowdfunding. Donc c'est beaucoup d'opportunités. Et ça, on n'en parle pas suffisamment, je pense. Vincent Ricordeau, avant de vous demander votre avis sur l'arrivée de cette nouvelle réglementation européenne, peut-être nous préciser ce que ça va changer concrètement pour des acteurs comme KissKissBankBank ou vos autres plateformes. Alors déjà, il faut quand même distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, là, la réglementation dont vous parlez, qui va s'appeler European Crowdfunding Service Providers, ne concerne que les plateformes de prêts rémunérés. C'est-à-dire les plateformes en fait, qui permettent aux particuliers d'investir de l'argent à l'intérieur des entreprises. Il y a un autre monde à côté, comme vous le savez, qui est le monde de KissKissBankBank. On n'est pas du tout dans une logique d'argent rémunéré. Alors, on a une plateforme nous, sur ce marché qui s'appelle Lendopolis, qui est leader sur son segment des énergies renouvelables. Donc, du coup, ça va concerner Lendopolis spécifiquement sur le volet européen. Ensuite, les plateformes de dons, notamment, vont être impactées également par ce changement, mais par rebond au niveau français sur un certain nombre de points assez particuliers que je vais pas détailler, mais que je vais vous synthétiser. Donc, si on prend les deux mondes, c'est-à-dire les plateformes de prêt et les plateformes de dons. Les plateformes de prêt, donc au niveau européen, tout le monde considère que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, l'intégralité des Européens vont pouvoir investir sur des projets européens qui proviennent donc de tous les pays européens, pas seulement de son propre pays. Donc ça, c'est mécaniquement une bonne nouvelle, ça ouvre le marché. Et ça va permettre également aux entreprises de s'adresser à un panel d'investisseurs européens qui est donc potentiellement plus large. Donc encore une fois, là-dessus, il n'y a évidemment aucune inquiétude des acteurs de crowdfunding. Un marché plus large, à la fois pour les entreprises et pour les investisseurs, c'est forcément une bonne nouvelle. Je vais modérer un petit peu cette bonne nouvelle avec une vision très démocratique du marché. C'est évidemment, ça va favoriser les grosses plateformes, parce qu'il va falloir aller chercher un autre agrément. Il va falloir donc être compétitif au niveau européen, ce qui veut dire que ça va quand même pousser les gros vers le haut. Là, on est vraiment du coup rattrapé par le monde libéral et malheureusement, les petits vont disparaître. Mais on va dire que c'est triste, mais à partir du moment où on rentre vraiment dans l'économie de plein fouet, ce qui a été le cas avec les cadres réglementaires, on était automatiquement rattrapé aussi par les règles du marché. Et là, du coup, elles vont s'appliquer. Un petit bémol sur la partie marché européen, c'est que du coup, aujourd'hui, on avait le droit de collecter jusqu'à 8 millions d'euros sur les projets d'entreprise sur notre plateforme. Il va être abaissé à 5 millions d'euros. C'est dommage parce que ça limite un peu le champ d'action de nos plateformes à un moment où, au contraire, puisque le marché devient européen, on aurait pu imaginer pouvoir l'élargir plus et donc, du coup, collecter plus. Donc voilà, c'est un petit bémol à cette partie réglementaire, encore une fois, qui ne concerne que les plateformes de prêt. Si on arrive sur les plateformes de dons, il y a une petite confusion en France aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sur l'IFP dons, en fait, vous avez dans la même case les plateformes de prêt non rémunérées et les plateformes de dons. Il se trouve que les plateformes de prêt... Vincent, oui. juste IFP, c'est donc intermédiaire en financement participatif. Exactement, intermédiaire en financement participatif. Du coup, c'est un statut qui date un petit peu et aujourd'hui, l'impact du statut européen sur les plateformes de prêt va avoir un impact indirect qui est, lui, pour le coup, un peu néfaste sur les plateformes de dons. Pourquoi ? Parce que le cadre réglementaire
pour le prêt qui permet de se prémunir de toutes les démarches un peu nauséabondes qu'il peut y avoir dans la finance, c'est-à-dire le blanchiment, le financement du terrorisme. Donc il faut suivre vraiment de très près qui sont vos porteurs de projets, qui sont vos investisseurs. Si vous appliquez ces règles-là qui sont très lourdes aux plateformes de dons, alors que sur les plateformes de dons, on est dans des échanges d'argent qui sont assez faibles, 50 € en moyenne, vous allez surcharger les plateformes de dons avec un cadre réglementaire qui est assez problématique pour les plateformes comme KissKissBonbon ou Ulule, par exemple. Donc du coup, on est en train de discuter d'ores et déjà avec les régulateurs pour que du coup l'impact soit pas trop fort. Je vous donne 2-3 exemples, mais il semblerait qu'on veuille limiter les plateformes de dons à une seule activité, c'est-à-dire uniquement le crowdfunding, c'est-à-dire le don contre don, alors que vous voyez bien que sur les plateformes de crowdfunding aujourd'hui, il y a une forme de diversification. On monte des opérations avec les marques, on vend du servicing aux porteurs de projets, parce que le marché est tellement petit en France sur le don qu'il a fallu diversifier du coup nos activités. Donc du coup, le statut tel qu'il est décrit aujourd'hui sème le doute sur le fait qu'on puisse ou pas avoir plusieurs activités. Et un dernier point qui est clé, c'est qu'aujourd'hui, sur les plateformes de dons, comme vous pouvez le voir, on a de plus en plus de jeunes startups for good qui viennent en fait prévendre leurs produits dans la mode, dans le design de meubles, dans la tech for good. Et donc du coup, ça fait beaucoup de jeunes startups qui viennent finalement financer une idée en proposant au public de la préacheter. Et il se trouve que dans ce cadre-là, on n'est plus tout à fait dans le système du don où on échangeait un CD ou une place de concert à l'origine. Et du coup, on commence à ressembler un peu aux places de marché, comme Amazon par exemple. Et il se trouve que si vous adaptez un cadre réglementaire très lourd sur des places de marché comme les nôtres versus les places de marché où il n'y a aucune réglementation, vous allez créer un décalage gigantesque entre le futur de nos plateformes et les plateformes de marketplace qui existent aujourd'hui, alors que nous, on propose des marketplaces qui sont justement ultra canalisés et ultra réglementés, puisque à la fois le porteur de projet et le donateur sont déjà identifiés. Donc du coup, vous allez créer un système qui est potentiellement contradictoire avec l'effet du statut, c'est que si vous donnez des contraintes à nos porteurs de projet sur nos plateformes, de plus en plus, ils vont avoir deux possibilités. Soit aller sur des marketplaces, on va leur donner des services qui sont différents, mais beaucoup plus simples à utiliser. Il y a une potentialité, du coup, que les projets fuient sur ces marketplaces. Et puis, deuxième chose, ça va pousser aussi les porteurs de projets à opérer eux-mêmes leur propre collecte. Et donc, du coup, de sortir du cadre réglementaire où on n'aura plus de traçabilité des fonds. Donc, du coup, on est un peu, entre deux chaises aujourd'hui. Maintenant, je ne doute pas du... On a toujours réussi à discuter avec la CPR de façon très pragmatique depuis une douzaine d'années, donc je ne doute pas qu'ils nous laissent aujourd'hui adapter les quelques phrases dans le décret qui nous permettront de continuer à opérer sur le don. Encore une fois, on est sur un petit marché. Donc l'autorité de contrôle des activités de banque et finance avec qui vous travaillez, donc ça veut dire qu'il y a encore des hypothèses à affiner. Alors, je vais vous laisser réagir, parce que là, Vincent Ricordeau nous a fait tout le débat tout seul. Hein, c'est très bien, c'est super, c'était très clair. Merci Vincent. Donc cette question de nécessité d'avoir un cadre harmonisé, on l'a bien entendu, et en même temps, peut-être la peur d'une certaine lourdeur qui va favoriser davantage les grosses plateformes. Alors, c'est vrai ça vous inquiète, ça ? Non, pas plus que ça, j'allais dire. C'est vrai que Vincent a beaucoup insisté sur, a eu raison de rappeler qu'il y a vraiment deux problématiques. La problématique du don et du prêt non rémunéré, et puis la problématique du financement rémunéré, obligations, prêts, actions. Et c'est probablement deux problématiques assez différentes. Et c'est vrai que le cadre réglementaire, vraiment, je dirais, concerne le deuxième volet du crowdfunding. Et donc moi, je vais réagir plutôt sur ce deuxième volet. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est une réglementation qui va vraiment, de mon point de vue, booster les possibilités de financement des entreprises, par des entreprises ou par des particuliers. Donc c'est vrai qu'on est loin de la logique de don telle que l'a expliqué Vincent. Donc ça vient vraiment en complément. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que j'observe, parce que nous, on intervient à la fois sur le monde du crowdfunding et aussi le monde des sociétés de gestion et des private equity. Nous, on observe qu'il y a une certaine convergence des réglementations. C'est-à-dire que ce qui se passe en crowdfunding, c'est finalement de la best practice de ce que l'on observe déjà sur d'autres métiers de la finance, du non-coté. Et donc, c'est vraiment un gage de maturité de ces marchés-là. Et donc, ça ne va que favoriser
que favoriser ces métiers-là. Ensuite, est-ce que ça va favoriser que les grosses plateformes? Oui, et surtout, est-ce qu'on ne va pas perdre en initiative, en initiative plus originale que ce qui se fait de manière normative sur le marché aujourd'hui en termes de financement? Je pense pas. Je pense qu'au contraire, il va y avoir plutôt une seconde. Alors ça, c'est des points de vue. Hein. Il y a la vision grosse plateforme très, très généraliste. Mais je pense que, c'est ce qu'on a vu sur le crowdfunding et dans le monde du private equity notamment, c'est aussi le monde de la spécialisation sur certains verticaux et certains métiers spécifiques. Ce cadre réglementaire, moi paradoxalement, je pense que va favoriser l'émergence de petits spécialistes qui vont, je dirais, pouvoir, en complément d'activités autres, pas simplement crowdfunding, pouvoir rajouter cette brique de propositions à des investisseurs. C'est ce qu'on observe déjà auprès d'un certain nombre de clients. Parce que vous, comme vous travaillez en marque blanche, c'est ça, c'est que vous permettez d'ajouter une brique technologique à un acteur classique de la finance. Et un acteur classique de la finance sans avoir à passer par un investissement lourd que l'on aurait à faire si l'on avait à créer from scratch sa plateforme. Voilà. C'est pas compliqué quand même d'avancer comme ça dans un cadre encore incertain juridiquement, Vincent Ricordeau? Vous savez, pour être complètement franc sur le sujet, on a toujours été en fait à l'origine des discussions sur les cadres réglementaires. C'est-à-dire que comme lorsqu'on est arrivé en 2009, on nous a dit en fait votre métier n'existe pas, vous allez faire de l'appel à l'épargne publique, donc vous allez être concurrent des banques. En l'occurrence, il y a un monopole bancaire en Europe, vous n'avez pas le droit d'exercer. Ça, c'est ce qu'on nous disait en 2008. Et puis finalement, on nous a laissé exercer parce qu'à l'époque, le crowdfunding était perçu comme un moyen presque hippisant finalement d'échanger de l'argent entre particuliers pour financer des artistes. Et puis quand le cadre a grossi et quand on a vu l'appétence des particuliers et des porteurs de projets, alors le régulateur s'est approché de nous en nous disant « Bon, vous êtes en zone grise, donc il va falloir quand même définir quelque chose. » Et donc du coup, on a commencé à travailler avec eux main dans la main déjà à l'époque. Et je dirais que cette continuité, cette relation continue d'exister. Alors, elle est moins régulière qu'à un moment donné, d'où les flous dont je viens de vous parler, à mon avis, qui auraient dû être supprimés d'entrée si leur relation était plus régulière qu'elle n'est aujourd'hui. Mais ça s'est toujours fait de bonne foi et de façon très pragmatique. Donc, je ne doute pas une seule seconde qu'on puisse, dans ce cas-là très précis de l'adaptation du cadre européen, trouver un accord avec la CPR pour que, d'un côté, les plateformes d'investissement d'argent rémunéré continuent de grossir, mais en même temps qu'on ne limite pas l'activité des plateformes originelles qui font du don contre don, notamment 100% avec des particuliers, parce que là, ce qu'il faut quand même bien expliquer dans cette nouvelle règle du crowdfunding, c'est de plus en plus, en rapprochant le crowdfunding de la finance, on mélange aussi les particuliers avec des fonds d'investissement qui investissent sur ces plateformes de crowdfunding. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que ça permet au secteur de grandir, mais il faut laisser la place quand même au crowdfunding originel d'exister et de continuer à jouer le rôle qu'il a toujours joué depuis 2009, c'est-à-dire d'être non pas une alternative, mais vraiment une possibilité pour ceux qui n'ont pas accès du tout au système bancaire de venir quand même financer leurs projets en dehors de la finance traditionnelle. Il faut absolument garder quand même cet ADN originel du crowdfunding. À préserver, oui. Alors, je voulais vous faire réagir quand même, Michel Ivanovski, là-dessus, sur cette réglementation qui est encore en train de bouger, de se créer au niveau européen. Qu'est-ce que vous pouvez vous préconiser à des acteurs de la finance qui veulent se lancer quand même dans ces nouveaux modes de financement participatif? D'abord, de bien se faire entourer, notamment au niveau juridique. Il n'y a rien de très compliqué dans l'obtention d'un agrément. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui... Un an, ça suffit ? Oui, je pense que ça peut même aller plus vite. Il n'y a rien de très compliqué. Ce sont des choses qui ont déjà été faites dans le passé. On a connu ça lorsqu'il y a eu la nouvelle réglementation du cadre français qui a été mise en place. Il y a eu à un moment donné, quelques mois, un petit peu de flottement où effectivement on construit la réglementation en marchant d'une certaine manière. C'est ça qui donne un peu cette impression de flou et d'inquiétude. Ce qui est peut-être un petit peu en général, cette incertitude n'est pas très appréciée quand même par les acteurs classiques de la finance. C'est vrai, mais si vous... ce qui est un peu compliqué, c'est que vous avez aussi l'Europe. Donc en fait, l'Europe qui vient avec un certain nombre de directives. Et donc il y a une coordination Europe-pays
qui alourdit un petit peu le process. C'est ce qui explique cette inquiétude. Ensuite, les professionnels, les entrepreneurs qui veulent vraiment se lancer dans le crowdfunding, s'ils ont bien identifié leur marché et s'ils ont une bonne culture de cet environnement-là, n'auront pas de difficulté à s'en sortir avec cette réglementation-là. Très bien, merci à tous les deux pour vos éclairages donc, sur ce règlement européen qui s'impose maintenant au financement participatif. On a vu qu'il y avait plusieurs aspects, mais qu'on avait des pros en France. Voilà, merci beaucoup Michel Ivanovski, fondateur et président de MIPIS, et Vincent Ricordo, cofondateur et président du groupe KissKissBankBank & Co. À suivre dans Smart Tech, d'abord une petite pause et puis ensuite on se retrouve pour parler de la confidentialité des données. Et voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. On va notamment partir à la découverte d'une nouvelle technologie d'encre qui va permettre d'imprimer des objets vivants en 3D. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Privacy sur la confidentialité des données avec Hervé Lejouan, fondateur de Privony. Il est connecté avec nous par Skype. Bonjour Hervé. Ah, bonjour Hervé, vous m'entendez bien? Alors, je vous entends très très bien. Super, vous êtes dans le sud de la France, quelle chance. Absolument, il fait très beau. Bon, votre sujet aujourd'hui, ce sont les nouvelles automobiles qui s'apprêtent en 2022 à basculer dans cette ère de la collecte de données. Expliquez-nous, rappelez-nous concrètement ce qui va se passer. Alors concrètement, si vous voulez, ça fait un certain temps que déjà l'automobile est passée dans un monde où effectivement elle collecte des données, les constructeurs le font, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, une loi a été votée au Parlement européen. Et c'est une loi qui est relative à un texte sur la sécurité routière avec un objectif, en fait, ce qu'ils appellent vision zéro, c'est-à-dire d'avoir zéro mort en 2050 sur les routes dans toute l'Europe. Et en fait, ce texte comprend un certain nombre de mesures en termes de dispositifs afin de contraindre et de limiter à la fois la vitesse et d'augmenter la collecte de données. Et ce texte a été ratifié par l'Union européenne le 17 novembre. Et donc maintenant, il va être en place, c'est-à-dire qu'à partir de 2022, un certain nombre de dispositifs vont être mis en place pour nous restreindre et collecter un peu plus de données sur nous. Nous restreindre pour la prévention routière, si j'ai bien suivi. Alors, quels sont ces dispositifs technologiques, très concrètement, là aussi, qui vont vraiment s'intéresser à la partie collecte de données ? Alors là, le premier qui, normalement, est une obligation à partir du 1er mai 2022, c'est-à-dire que toutes les automobiles neuves vont devoir avoir une boîte noire. Donc, comme dans les avions, elles vont être équipées d'une boîte noire qui va collecter en temps réel et sauvegarder l'ensemble des données relatives au véhicule, c'est-à-dire sa position, sa vitesse, ce que fait le conducteur, le freinage, est-ce que les dispositifs de sécurité comme les alertes de franchissement et autres, tout ça est on ou off. Donc, une boîte noire, exactement comme dans les avions, et pour l'instant, cette boîte noire, elle va être utilisée, c'est ce que le texte dit, uniquement dans le cadre d'accidents. Et au moment d'un accident, on aura les données juste avant l'accident et juste après l'accident. Donc toutes ces données en termes, encore une fois, vitesse, freinage, position et autres. Et normalement, et pour l'instant, ces données sont anonymisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le numéro d'identification du véhicule, et elles sont normalement utilisables uniquement par les forces de l'ordre aujourd'hui. Donc ça, si vous voulez, déjà, une boîte noire dans les voitures, dans toutes les voitures neuves, une boîte noire va être installée en mai 2022. Donc ça, c'est la première mesure. Donc on imagine bien, alors si vous voulez, il y a beaucoup d'articles qui sont parus dans la presse automobile comme Caradisiac. On imagine bien demain l'attrait de cette boîte noire, parce qu'à partir du moment où vous disposez de tous ces éléments d'information sur la vitesse, le freinage et autres, on imagine bien que d'autres sociétés et des sociétés privées seraient ravies d'avoir accès à ces données, comme des assureurs par exemple, pour pouvoir demain rajouter des nouvelles conditions dans nos contrats. Donc on voit bien que dans un premier temps, oui, c'est anonyme, mais quand on connaît la capacité d'identifier quelqu'un ou quelque chose par des données externes,
Donc ici, on pourrait imaginer que oui, il y a cette boîte noire, mais il y a les données du constructeur qui sait exactement où vous êtes. Donc ça pose énormément, et ça posera énormément de questions sur, encore une fois, la collecte des données personnelles. Il y a un deuxième dispositif aussi qui pose d'autres questions. Alors celui-là, il pose d'autres questions. Ce deuxième dispositif qui, lui, va être opérationnel en juillet 2022, c'est la limitation de la vitesse. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'adaptation à la vitesse intelligente. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà sur un certain nombre de véhicules des informations qui lisent les panneaux en temps réel, les panneaux de vitesse et qui vous informent. Et bien ça, encore une fois, ça va être généralisé sur tous les véhicules neufs en Europe à compter de juillet 2022. Tous les véhicules neufs vont en être équipés et ça sera le défaut. Et le défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez conduire, vous allez avoir systématiquement, dès que vous allez dépasser la vitesse, mais ne serait-ce que de 1 ou 2 ou 3 km/h, une alerte à la fois sonore ou visuelle ou tactile, une vibration dans le volant, une vibration qui va vous informer que vous dépassez la vitesse qui est autorisée sur l'axe où vous vous trouvez. Donc on imagine bien que ça va engendrer un certain nombre de surprises, d'autant plus que le texte stipule qu'il va y avoir à ce moment-là potentiellement une baisse de la puissance de la voiture pour éviter que vous repartiez. Alors ce qui est un peu contradictoire avec le fait qu'ils disent que oui, mais le conducteur aura toujours la main sur sa voiture et le contrôle, donc si vous accélérez, la voiture repartira. Mais en fait, on voit bien où on commence à aller, c'est-à-dire vers un monde où effectivement il va y avoir un contrôle sur ce que vous faites à tous les moments et le véhicule va décider pour vous et c'est plus vous qui déciderez. Donc là, on rentre dans un nouveau dispositif qui, encore une fois, va concerner toutes les voitures neuves en Europe dès juillet 2022. Va falloir vraiment oublier le plaisir de la conduite, je pense, dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, justement, des véhicules de demain et leur rôle dans la collecte des données ? Écoutez, jusqu'à maintenant, effectivement, on est resté pas mal sur la collecte de données, l'aide à la conduite et ainsi de suite, mais on voit bien que le véhicule va devenir un centre de collecte de données. C'est-à-dire qu'au lieu de justement juste connecter demain mes informations de conducteur, on va dire, encore une fois ma vitesse, c'est tout l'environnement qui va être concerné. Et déjà, on le voit puisqu'ils lisent les panneaux, mais demain, on pourrait imaginer beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire des systèmes sur la pollution, l'environnement, on a parlé de tout ce qui est climat aussi, la température extérieure. Et tout ça, bien entendu, ça intéresse beaucoup de monde parce que c'est géolocalisé à un instant T, donc on imagine bien. Et la 5G qui est arrivée avec les opérateurs, effectivement, on voit bien qu'ils ont dit que ce n'était pas forcément pour des besoins personnels, j'entends pour les individus, mais plus pour des besoins industriels. Et on voit bien le secteur automobile, tout ce que ça peut apporter demain, en temps réel, d'avoir une collecte sur un environnement complet de toutes les données qui concernent, encore une fois, le climat, la pollution, l'environnement, les caméras. C'est un peu une Google Car en permanence. Vous voyez, ces fameux Google Car qu'on voit quelquefois passer et qui nous aident sur Google Maps à avoir une vision de la rue sur laquelle on veut aller, et demain, votre voiture aura des caméras à 360, ils en ont déjà, mais qui pourront visualiser en temps réel et renverront ces informations. Alors le problème, c'est un peu où ils les renverront. Et donc, ça pose énormément de questions sur où vont aller ces données, qui va en être propriétaire et quels vont être les usages. Je vais vous donner une petite anecdote qui m'est survenue il n'y a pas très longtemps. J'étais dans un parking public, j'ai garé mon véhicule, et en marchant vers la sortie piétonne, je suis passé devant une Tesla. Et la Tesla a fait bip bip. Alors je continue de marcher, je me dis tiens, c'est bizarre, je refais demi-tour, je repasse derrière la Tesla qui était garée, et elle refait bip bip. Et là, je regarde, en fait, elle était garée, il n'y avait pas de conducteur, je regarde le grand écran à l'intérieur, et c'était marqué « Vous êtes filmé ». Donc ça veut dire qu'effectivement, il y avait sûrement un dispositif de surveillance autour du véhicule, mais qui m'a filmé. Alors je ne sais pas si c'est flouté, pas flouté, mais enfin vous voyez bien qu'effectivement la voiture, il n'y avait même pas de conducteur, et ça y est, elle filme autour d'elle et elle vous informe qu'il est en train de vous filmer. Merci beaucoup Hervé Lejoin, vous êtes notre lanceur d'alerte aujourd'hui sur cette nouvelle faculté des voitures à collecter des données sur nous. Merci beaucoup Hervé Lejoin, vous êtes le fondateur de Privoni, je le rappelle. À suivre dans Smart Tech, on va parler de demain et demain, une encre qui serait vivante.
Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors, vous allez nous présenter une techno qui est destinée à l'impression 3D. Précisément, on va parler d'une encre microbienne. Oui, précisément, même une encre vivante, vous l'avez dit avant que j'arrive sur ce plateau, vivante parce qu'elle a été mise au point à partir de bactéries. L'encre est composée entièrement de cellules microbiennes génétiquement modifiées et programmées pour réaliser un auto-assemblage. Et alors, qui a mis au point cette technologie d'encre? Alors encore une fois, on va souvent de ce côté-là, ce sont des chercheurs de l'université d'Harvard, alliés à l'école médicale d'Harvard. D'abord, ils se sont attaqués à la bactérie elle-même. Précisément, c'est la bactérie Escherichia coli. Elle est aussi appelée E. coli. Alors ça vous dit peut-être quelque chose parce que cette bactérie, elle se trouve dans l'intestin de tous les êtres humains, pratiquement. La plupart du temps, elle est inoffensive. Quand ce n'est pas le cas, on a de vilains symptômes. Mais bref, ce qui est important ici, c'est que le point de départ, c'est la bio-ingénierie. Transformer des bactéries pour qu'elles produisent des nanofibres organisées en réseau. Les chercheurs ont ensuite mélangé ce premier résultat avec d'autres ingrédients pour obtenir un fluide, puisqu'on parle d'impression 3D et d'une encre pour impression 3D. Il faudrait que ce soit comme un hydrogel. C'est ce qu'ils ont réussi à obtenir, pas pour n'importe quelle impression 3D, une impression 3D, une imprimante 3D adaptée à la bio-impression. Alors, les avantages d'une telle encre? Alors d'abord, le premier, c'est que c'est une solution ajustable. En plus des premiers ingrédients, ils ont rajouté des bactéries E. coli modifiées spécifiquement. C'est important parce que programmer, reprogrammer sur mesure des compétences d'une bactérie, ça permet d'imprimer ensuite des objets vivants avec des caractéristiques spécifiques en fonction de l'usage qu'on veut leur donner. Par exemple, ils ont pu imprimer des matériaux qui produisent ce qu'on appelle l'azurin. C'est une molécule qui, si elle est bien accompagnée, se transforme en médicament anti-cancer. Imaginez les solutions qu'on pourrait fabriquer avec ça. Cette même molécule, elle est capable aussi de capturer les perturbateurs endocriniens dans l'environnement. Bref, tout ça pour dire que généralement, cette bio-encre, elle est capable à la fois de séquestrer des fragments toxiques, de libérer des produits biologiques et de réguler sa propre production et croissance cellulaire. Ça, c'est le dernier avantage, le plus impressionnant peut-être, c'est que cette encre, elle peut se reproduire. Littéralement, son réseau de nanofibres va pouvoir recréer de la matière encore presque à l'infini. Évidemment, ça doit se mesurer. Donc ça, ce sera très utile pour des implants qui seront destinés au monde médical ou à celui de la recherche, pour des humains ou en laboratoire. Mais il y a un autre secteur qui devrait être encore plus intéressé, c'est celui de la construction. Mais pas de la construction sur Terre, la construction extraterrestre. Vous le savez, s'il y a bien un endroit où on a besoin de ressources et on ne peut pas tout amener, c'est dans l'espace, parce qu'on ne peut pas remplir le coffre d'une fusée qui va sur la Lune ou sur Mars. Donc avoir un matériau capable de se reproduire sur place, ça permettrait de fabriquer la parfaite panoplie du côlon lunaire de demain, et tout ça à partir d'une bactérie qu'on trouve dans nos intestins. C'était côlon lunaire. Côlon lunaire. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Et voilà, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre sur le web, à la télé, sur les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles réflexions et discussions autour de la tech et de l'innovation. Très bonne journée. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.